chers. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous, veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. Le projet Suède initie la jante féminine en élevage de caprins. C'est dans le cadre du programme d'appui aux opportunités pour les filles et femmes. Elles sont plus de 4700 des régions de Dioïla, Nara et Koulikoro à bénéficier de ce projet. 2 membres du gouvernement étaient hier à Dioïla pour installer certaines bénéficiaires. Le grand format de cette édition est consacré à l'interdiction temporaire de l'importation de la farine de blé au Mali. Pourquoi une telle décision et quel est son impact sur la production locale? Amsi Diabati et son équipe ont enquêté auprès des acteurs concernés pour 20h Week-end. La photographie, sujet de la chronique Culture et Société de ce dimanche, entre souvenirs et émotions. Alpha Maïga nous présentera l'importance et les secrets que cache la photo. Rendez-vous en fin de journal. L'invité de ce 20h Week-end est le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social. Il sera question avec lui de la signature du pacte de stabilité sociale et de croissance, un document paraphé vendredi entre le gouvernement et ses partenaires sociaux en présence du chef de l'État, colonel Assimi Goïta. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Je reviens vers vous tout à l'heure. D'abord, cette très bonne nouvelle en provenance de la Côte d'Ivoire. Les aigles sourds-muets du Mali ont décroché la médaille d'or tout à l'heure, la médaille d'or de la CAN de leur catégorie devant la Sierra Leone par le score de 4-1. Nous y reviendrons en détail dans Sport Week-end avec Siragatou Cissé. Le Mali dispose depuis vendredi d'un pacte de stabilité sociale. C'est un document signé entre le gouvernement, les syndicats et le patronat. Quel est son contenu essentiellement? On en saura davantage tout à l'heure avec le ministre en charge du travail en plateau avec nous. Mais d'abord, écoutons le président de la transition qui a présidé la cérémonie de signature, colonel Assimi Goïta, a appelé toutes les parties au respect des engagements pris. Nous l'écoutons. Cette cérémonie est l'aboutissement d'intenses efforts consentis par le gouvernement et par les partenaires sociaux et économiques. Aujourd'hui, c'est l'esprit même de ce pacte de stabilité sociale et de croissance et d'instaurer un climat apaisé, stable. Face à cette situation, le gouvernement a pris d'énormes décisions, dont la dernière est l'harmonisation des grilles salariales des fonctionnaires civils et militaires et le relèvement de l'indice à 1382. Sans apaisement social, on ne peut pas faire face à la lutte contre le terrorisme. Et nous avons besoin d'avoir un climat apaisé et permettre non seulement l'approvisionnement des troupes sur le terrain, parce que cela peut être perturbé par les grèves, notamment les grèves au niveau de la douane, au niveau du secteur économique, peut perturber les opérations en cours. Je tiens à saluer l'esprit patriotique et l'engagement patriotique, surtout le sens de responsabilité des partenaires sociaux et économiques et aussi le gouvernement.
et demander surtout que chacun honore ses engagements, les engagements issus des procès-verbaux de conciliation et aussi des recommandations issues de la conférence sociale inscrites dans le plan d'action. Et je tiens encore une fois de plus vraiment à saluer les partenaires socio-économiques pour le sens élevé du devoir, car ils ont renoncé à certaines exigences au nom de l'intérêt supérieur de l'État du Mali. Et demander à tous les Maliens de se focaliser sur l'intérêt supérieur de la nation, et qui est de promouvoir la paix, de promouvoir le développement économique et social de notre pays. Le président de la transition qui s'exprimait donc à la signature du pacte social de stabilité sociale et de croissance, c'était vendredi. Et nous avons justement en plateau avec nous le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Encore une fois, monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à notre invitation. Rappelez-nous d'abord ce qui a motivé l'élaboration de ce pacte de stabilité sociale. Merci bien. Le pacte de stabilité sociale, vous venez de le rappeler tantôt, a été effectivement signé par les partenaires sociaux le vendredi 25 août au CICB sous la présidence de son Excellence Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Le processus de l'élaboration du pacte est un rappel nécessaire dans la mesure où nous sommes à la deuxième génération du pacte de stabilité sociale au Mali en 2000. Précisément le 14 août 2001, l'État, le gouvernement et les partenaires sociaux ont signé effectivement un pacte de solidarité pour la croissance et le développement qui était conclu pour 5 ans. Ce pacte a été évalué précisément en septembre 2014. À l'évaluation, il avait été recommandé effectivement la négociation, la signature d'un pacte de deuxième génération. Le temps a fait son effet. Ensuite, il y a eu les assises nationales de la refondation qui ont recommandé effectivement l'élaboration d'un pacte de stabilité sociale. Il y a eu également la conférence sociale qui s'est tenue du 17 au 22 octobre 2022, qui a recommandé également l'élaboration d'un pacte de stabilité sociale. Et voilà ce processus qui a pris du chemin et qui, depuis effectivement la tenue de cette conférence sociale, le ministère du Travail et de la fonction publique a mis en place une commission d'experts en novembre 2022 qui s'est attelée à élaborer ce projet de pacte de stabilité sociale conformément aux recommandations des assises nationales de la refondation. Monsieur le ministre, est-ce que la signature de ce document est synonyme de fin de grève au Mali? En fait, ça correspond bien à l'objectif recherché. Lorsque vous faites un pacte de ce genre et lorsque vous regardez les engagements communs aux partis, dans les engagements communs aux partis, il est clairement dit que d'amener les partis à observer une trêve sociale de 5 ans qui correspond à la durée de la mise en œuvre du pacte. Durant les 5 prochaines années, ça veut dire que les signataires s'engagent à ne pas recourir à la grève, mais à privilégier le règlement pacifique, la concertation, donc sans grève. C'est ça l'objectif recherché. Et quels sont, parlons du contenu proprement dit, quels sont les principaux engagements des différentes parties, notamment le patronat, les syndicats et le gouvernement? Merci bien. En fait, le pacte, comme je l'ai tantôt dit, est bâti autour des attentes et des engagements réciproques des parties. Si on prend les engagements, on a 2 types d'engagements. On a ce qu'on appelle les engagements communs aux parties. Et dans ces engagements, il y a la question de l'extinction des procès-verbaux de conciliation. Il y a l'observation d'une trêve pendant la période de mise en œuvre du pacte. Et beaucoup d'autres actions, notamment effectivement l'engagement des parties à respecter effectivement les engagements souscrits dans le document de pacte. Ça, c'est les engagements communs. Ensuite, on va passer aux engagements spécifiques de chaque partie. Lorsqu'on examine les engagements spécifiques de chaque partie, prenons le gouvernement. Le gouvernement s'engage d'abord à élaborer un pacte de stabilité sociale. C'était la première action qui vient d'être effectivement évacuée. Le gouvernement s'engage à créer un conseil national de dialogue social, dont le décret a été adopté il y a juste une semaine. Le gouvernement s'engage à organiser les élections professionnelles. Le gouvernement s'engage à respecter la liberté syndicale. Le gouvernement s'engage à relire les textes relatifs aux droits de grève dans le secteur public et privé. Donc, à respecter les services minimums, les services essentiels. Donc, voilà un ensemble, entre autres, et à peu près. Pour les syndicats, d'abord pour les employeurs. D'accord. Pour les employeurs, c'est faciliter la création des comités de gestion.
dans les entreprises qui vont permettre effectivement aux syndicats de participer à la gouvernance de l'entreprise, de respecter la liberté syndicale, de s'investir dans la création des richesses éventuellement et de respecter les engagements souscrits, mais aussi de négocier des conventions collectives dans les différentes branches d'activité du secteur privé. S'agissant des travailleurs, les travailleurs se sont engagés donc à tenir compte des cycles budgétaires dans les négociations, donc des cahiers de doléances éventuellement, donc à intégrer les questions de compétitivité et de productivité dans les sujets de négociation, à respecter la liberté syndicale, à effectivement aussi progresser pour que la prévention, la gestion puisse prévaloir sur le conflit. Très bien. Monsieur le ministre, nous savons que c'est une vingtaine de syndicats qui a signé ce pacte de stabilité sociale et les autres. Effectivement, vous avez raison. Nous avons les 4 centrales qui ont signé les 4 principales centrales syndicales. L'UNTM, la CSTM, la CMT, la CDTM. D'accord. Et nous avons aussi le reste des signataires, c'est des syndicats autonomes, des syndicats libres. Et là, on a les syndicats des enseignants de l'enseignement supérieur, on a les syndicats des magistrats, on a les syndicats d'enseignants qui ne sont pas affiliés à des centrales syndicales. Donc, à peu près une quinzaine de syndicats qui ont signé en plus des centrales. Est-ce que la porte reste toujours ouverte pour les non-signataires de ce pacte? Absolument, absolument. Je l'avais dit dans mon intervention lors de la signature que le pacte est un document dynamique. Un document dynamique, ça veut dire que la porte reste ouverte pour ceux qui n'ont pas encore signé, qui veulent adhérer au processus. Et bien sûr, nous les accueillons favorablement. Nous avons suivi le président de la transition tout à l'heure. Lui a appelé les partis au respect des engagements pris. Quelle garantie avez-vous justement pour le respect de ces engagements et quel sort réservé à ceux qui vont, entre guillemets, piétiner les clauses de ce pacte? Vous avez la première garantie, c'est d'abord la bonne foi des partis. Quand vous faites un contrat social, le contrat social repose d'abord sur la bonne foi des partis et le respect des engagements souscrits. Ça veut dire que si moi je m'engage, ça veut dire que je dois respecter ma parole. Première garantie. Deuxième garantie, c'est une question de responsabilité morale. La question de responsabilité morale me renvoie aux valeurs. Lorsque vous regardez les fondements du pacte, on a les valeurs du pacte. Et dans les valeurs du pacte, il y a les questions de justice sociale, il y a les questions de responsabilité qui sont posées, donc qui font que les gens doivent respecter leurs paroles. Ensuite, il y a les mécanismes de mise en œuvre qui sont à 2 niveaux. On a le conseil d'orientation stratégique qui se réunit 2 fois dans l'année, dont les rapports sont communiqués au Premier ministre, mais on a aussi le comité technique qui va regrouper l'ensemble des signataires. Et dans ce comité technique, le mécanisme en œuvre, c'est d'interpeller effectivement ceux qui vont, pour répondre à votre deuxième question, ceux qui vont tenter de ne pas respecter leurs obligations. Donc le mécanisme permet alors de les interpeller. C'est pourquoi on a même mis, pour faciliter tout ça, on a mis un mécanisme de révision. C'est-à-dire que les gens ne respectent leur engagement, mais que lorsqu'il y a des difficultés, que le comité technique peut être saisi et qu'on puisse statuer sur ces difficultés. Et si c'est nécessaire de réviser certains aspects, qu'on puisse le faire donc, au sein du comité technique. Monsieur le ministre, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, si vous êtes également en train de nous suivre, je rappelle simplement que vous pourrez également suivre l'intégralité de la cérémonie de signature de ce pacte de stabilité sociale et de croissance. L'intégralité à suivre après ce journal. Également dans l'actualité au Mali, initier la jante féminine en élevage de caprins, c'est bien possible. Elles sont plus de 4700 des régions de Dioula. Nara et Koulikoro a bénéficié du projet d'appui aux opportunités pour les filles et femmes. Les 2500 bénéficiaires de Dioula ont été installés ce samedi par 2 membres du gouvernement. C'est une initiative, faut-il le rappeler, du projet souhaite financer à plus de 36 milliards de francs CFA. Mohamed Kayentao et Abou Kone sont nos envoyés spéciaux à Dioula. Au total, 4752 filles et femmes des régions de Dioula, Nara et Koulikoro bénéficient du projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. Elles ont été formées en élevage de caprins afin d'être utiles pour elles-mêmes et pour leurs familles.
Les 2503 bénéficiaires de la région de Dioula, en possession de leurs 7509 caprins, ont été installés. 6 d'entre elles ont même reçu symboliquement leur kit d'installation. C'est une initiative du projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, Suède, en collaboration avec l'ONG AFAR. Les femmes maliennes, malgré leur poids démographique de 49,7% de la population générale et leur dynamisme dans les processus de production des biens et services, sont confrontés, hélas, à d'énormes difficultés résultant de la persistance de certains préjugés et normes sociales qui limitent leur accès aux facteurs et moyens de production. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est une preuve de l'avancée du Mali vers l'accélération de la capture du dividende démographique et la réduction des inégalités entre les sexes, tout en améliorant le niveau de l'autonomisation des femmes et des filles. Comblés, les bénéficiaires ont remercié les partenaires pour cette activité qui entre dans le cadre de la phase 2 du projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. Ce pour un financement de FNEP à hauteur de 60 millions de dollars, soit plus de 36 milliards de francs CFA. Une initiative soutenue par le gouvernement. Je suis particulièrement fière du fait que ce geste va à l'endroit des femmes rurales, lesquelles vivent la plupart du temps dans la plus grande précarité, dans l'analphabétisme et dans le déni des ressources. Je voudrais féliciter les plus hautes autorités du Mali, notamment son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour son ambition et son attachement d'assurer la sécurité à tous les peuples maliens et d'améliorer aussi les conditions de vie des populations maliennes en général et celles des femmes en particulier. Le Mali, en accord avec la Banque mondiale, a prévu de toucher plus de 39 000 filles-femmes de 15 ans à 30 ans par les activités génératrices de revenus. Les métiers innovants sur la période 2021-2024. Pour cette phase, il s'agit de 18 028 filles-femmes alphabétisées, à former, installées dans les activités génératrices de revenus et les métiers innovants pour les régions de Koulikoro, Dioula et Nara. Un sketch de sensibilisation sur l'élevage des caprins, gage d'une pleine autonomisation des filles de Dioula, a motivé d'autres femmes à s'intéresser au projet. À Bandiagara, le ministère de la Santé et du Développement social vole au secours des personnes déplacées internes. C'est à travers la remise d'un important lot de vivres et de non-vivres. Objectif, renforcer la résilience de cette population face aux effets de la crise sécuritaire. Idrissa Keïta et Souleymane Tebsougué depuis Mopti. 30 tonnes de vivres pour les personnes déplacées internes de Bandiagara. C'est un don du ministère de la Santé et du Développement social. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a en cœur tous les Maliens. Nous sommes dépêchés par lui et par le Premier ministre pour venir assister les populations de Bandiagara qui sont en détresse. Donc nous sommes venus avec 30 tonnes de vivres, 20 vont rester ici pour les déplacer d'ici, mais on va aussi en donner 5 tonnes à Koro et 5 tonnes à Bankas. Au total, 347 ménages de la région de Bandiagara bénéficient de cette solidarité du ministère de la Santé et du Développement social, occasion pour eux d'exprimer leur reconnaissance à l'endroit du donateur. Je me réjouis de cette remise. Nous avons tout laissé derrière nous. Nous avons besoin aussi de médicaments pour soigner nos enfants malades. Nous sollicitons d'autres dons pour faire face à nos multiples besoins. Nous voudrions remercier nos plus hautes autorités qui ont entendu le cri de cœur de nos populations meurtries en envoyant 2 ministres du gouvernement en soutien à cette population meurtrie. Et le ministre de la Santé et du Développement social d'inviter d'autres structures et personnes de bonne volonté à emboîter les pas. La solidarité, c'est dans la culture malienne. Même avant notre venue ici, il y a beaucoup qui ont fait beaucoup de solidarité. Ceux qui n'en ont pas encore fait, c'est l'occasion de le faire, c'est le moment de le faire. Et pour le bonheur de ces populations qui souffrent, quitter son terroir, ce n'est pas du tout facile. Aussi bien sur le plan physique, matériel que psychologique. La visite aux notabilités et du chantier de la maison des aînés du CCRF et la rencontre avec les personnels de la santé sont entre autres temps forts
de cette mission du ministre de la Santé et du Développement social à Bandiagara. Vous l'avez aperçu également sur les images, le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, lui, visite le camp de jeunesse de Soufroulaye. Il s'est entretenu avec les responsables du camp et les jeunes venus de toutes les régions du Mali, notamment sur les prochaines vacances citoyennes. Le ministre s'est rendu également au lycée Amadoun Diko de Sévaré, où il a présidé une cérémonie aux couleurs. Oumar Maïga, Djakalia Traoré. Le camp de la jeunesse de Soufroulaye, bâti sur une superficie de 21 hectares, a abrité l'édition 2023 des vacances citoyennes qui a regroupé plus de 500 jeunes venus de toutes les régions du Mali. Ce vendredi, il a reçu la visite du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Les vacances citoyennes ont démarré ici, avec les jeunes qui sont venus d'un peu partout du Mali. Et après là, ils sont allés dans l'autre site. Et le site ici, c'était important de venir voir, dans la mesure où ce camp est tout un symbole. Lorsqu'on a un camp de cette nature-là, vous savez que c'est un joyau d'une dimension internationale. Donc il est important de venir voir. Et un camp de ce genre-là a été construit pour essayer de créer un brassage entre les jeunes et essayer de créer un endroit où les jeunes vont avoir de l'apprentissage sur le terrain. Sur le site du lycée Amadoun Diko de Sévaré, c'est à 7h le ministre Fomba a présidé la cérémonie de montée aux couleurs. Toutes choses qui ont permis au ministre d'écouter, échanger et partager avec les jeunes la nouvelle vision du département en faveur de la jeunesse. C'est la première édition des vacances citoyennes de la 4e République. Et aujourd'hui, pour moi, c'est tout un plaisir et un honneur d'être là. Donc il fallait échanger avec les jeunes. Vous savez, moi je suis l'ambassadeur des jeunes dans le gouvernement. Donc j'ai besoin de m'imprégner de ce qu'eux ils veulent pour que chaque fois dans mes interventions avec mes homologues, je puisse mieux présenter ça. Le cadre d'échange a permis au ministre de la Jeunesse et des Sports de recenser les préoccupations majeures des jeunes campeurs et campeuses et d'envisager des perspectives pour les éditions futures. Interdiction temporaire de l'importation de la farine de blé au Mali, sujet du grand format de la rédaction ce soir. Alors, pourquoi une telle décision et quel est son impact sur la production locale? Le prix de la farine a-t-il baissé sur le marché? Autorités et acteurs concernés réagissent. C'est dans ce reportage signé Tamsir Diabaté, Moulay Sidibé et Astan Satour Diabaté. Si le défi est le développement économique, la nouvelle donne s'appelle un tissu industriel fort et soutenu pour une bonne croissance économique. Et face à ces défis du moment, les autorités de la transition ont changé de fusil d'épaule, optant ainsi pour la promotion de la production locale en vue de garantir une autosuffisance alimentaire au grand bonheur des populations. Et nous devrons tout faire pour protéger le pouvoir d'achat des ménages. Et l'objectif de cette politique de soutien au renforcement des entreprises existantes et à la création d'entreprises industrielles pour transformer la production locale, assurer la couverture de la demande nationale par la production nationale. Lorsque vous avez la capacité de produire par vous-même, transformer par vous-même et consommer par vous-même, c'est là où vous assumez votre souveraineté économique. Cette mesure devra permettre aux unités nationales de résister aux défis que sont la contrebande, la fausse déclaration et la concurrence déloyale. C'est pourquoi le ministre de l'Industrie et du Commerce et celui de l'Économie et des Finances ont pris une mesure portant suspension temporaire de l'importation de la farine de blé et des pâtes alimentaires, sauvegarder les unités industrielles, promouvoir la production nationale et de préserver des milliers d'emplois. La contrebande, malgré les efforts entrepris par la Direction générale des douanes à travers les brigades mixtes douanes armées sur certaines frontières, et le flot est resté le même. L'État n'avait pas d'autre solution que de passer à cette mesure-là. La mesure s'inscrit aussi dans le cadre d'une autre mission, non moins importante, de l'administration des douanes. Nous pensons que ce que nous perdons d'un côté, nous rattrapons de l'autre côté. Quand ces produits subventionnés font l'objet de contrebande sur le territoire national, il va de soi que nos unités aient des difficultés à écouler les produits. Le marché qui était accaparé par les produits importés
Donc le gouvernement, sur la clairvoyante chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a dit « Je vais prendre une décision courageuse pour sauver ces industries-là, les moulins et les producteurs de pâtes, en fait pour sauver des milliers d'emplois, la stabilité sociale et politique du pays. » Force est de reconnaître que la menace était réelle dans les industries de production de pâtes alimentaires. Pour preuve, les productions oscillaient entre 35 à 40%. Si l'État n'avait pas pris ces décisions, déjà parmi les meineries, il y avait une qui était fermée déjà. Il y avait d'autres qui étaient en position de fermeture. Le gouvernement a compris que s'il ne protégeait pas les industries locales, ça va être la fin de l'industrie même au Mali, dans certains secteurs en tout cas. Parce que en janvier, le gouvernement a constaté que toutes les usines qui produisent des pâtes alimentaires sont pratiquement à l'arrêt. Alors que les équipements en place sont de dernière génération, le personnel est compétent, toutes les conditions sont réunies pour que ces usines-là puissent tourner très bien. C'est pourquoi d'ailleurs, cette décision dite souveraine et courageuse est un ouf de soulagement pour les professionnels de l'industrie de pâtes alimentaires. Et elle rassure les opérateurs économiques dans le cadre du partenariat public-privé. Ça me fait 35 ans de travail. On n'a jamais vu qu'on va protéger des entreprises nationales comme ça. On ne peut pas faire mieux que ça. Ce que nous demandons au bon Dieu, le président de la transition Assimi Goïta, longue vie. Depuis que le gouvernement a pris cette décision, nos machines tournent à plein régime, le personnel est employé, tout le monde est heureux, tout le monde est confiant. Et nous, principaux producteurs de pâtes alimentaires. Pour donc rassurer davantage le secteur privé et garantir une croissance économique locale digne de ce nom, les services d'assiette et techniques comme la Direction générale du commerce et de la concurrence ainsi que les douanes maliennes sont à pied d'œuvre pour l'application stricte et effective de la dite mesure. Nous avons pris des actes, notamment un avis aux usagers et une note de service pour informer non seulement les usagers, mais également l'ensemble du service de la mise en œuvre immédiate de cette mesure-là. Dès lors que la mesure a été prise, nous, à notre niveau, nous avons suspendu la délivrance des intentions d'importation concernant les produits visés. Justement, dès la prise de cette décision d'interdire l'importation de la farine de blé à ce jour, l'impact se fait sentir sur le prix dans le marché. Et à cet effet, les industriels rassurent. Nous, on vendait avant à 27 000 en gros la farine, avant la mesure, mais aujourd'hui, nous, on a baissé le prix à 24 000. Ça va descendre encore. Le marché est assaini. Tant que le cours mondial du blé n'augmentera pas, il n'y aura aucune raison d'augmenter les prix. Le gouvernement, en prenant cette décision, a insisté sur 3 choses. Pas d'abus sur les prix, pas de mauvaise qualité et pas de rupture. Nous avons décidé de tout mettre en œuvre pour respecter toutes les instructions données par le gouvernement. Le Mali n'est pas le premier à appliquer une mesure de ce type-là. Et cette volonté politique avérée des autorités de la transition à revoir l'écosystème économique du pays dans un contexte de conjoncture mondiale est aperçue par les unités industrielles comme une affirmation de souveraineté économique qui n'est pas impossible si chacun est conscient de son rôle régalien. Les militaires au front, nous, les industriels, dans les usines, on défend aussi notre pays. C'était le grand format de la rédaction qui portait ce soir sur l'interdiction par le gouvernement, une interdiction temporaire de l'importation de la farine de blé au Mali, une signature de Tamsir Diabaté. Dans l'actualité également, en visite dans le cercle de Yélimani, le gouverneur de la première région, colonel Moussa Soumaré, a rencontré la population de la commune rurale de Gori. Les échanges ont notamment porté sur le recouvrement des taxes de développement régional et local, TDRL. Benogo Fofana et Lassana Keita pour le reportage.
Accompagné d'une forte délégation, le chef de l'exécutif régional s'est rendu à Gori, commune rurale située à 25 km de Yelimane. Sur place, colonel Moussa Soumaré a échangé avec la population autour du recouvrement des taxes de développement régional et local TDRL, le vivre ensemble et les réalisations faites sur fond de recouvrement local. Nous remercions la commune de Gori pour avoir fait un acte de civisme qui doit être un exemple pour tous les maires de la commune du Yelimane. Le Malikoura, c'est l'application des lois. S'il n'y a pas d'application des lois, il n'y a pas de Malikoura. Permettez-moi de vous faire la situation des réalisations faites dans les 2 dernières années par le conseil communal de Gori et présente ainsi qu'il suit. La construction de 2 blocs de salles de repos pour les femmes enceintes du SOSCOM de Gori, la clôture de l'école fondamentale du premier cycle de Gori, la réparation des bâtiments de la mairie de Gori. Le gouverneur, très satisfait du recouvrement des taxes, a remis aux maires et aux chefs de village des attestations d'encouragement. Depuis 2 ans, les autorités administratives et communales ont quand même mis tout en œuvre afin que les populations puissent payer les TDRL. Et Dieu merci, aujourd'hui les résultats sont vraiment satisfaisants. Les communes ont pu améliorer leur recouvrement et surtout la commune rurale de Gori est un exemple dans ce sens parce qu'ayant pu recouvrer plus de 98% des taxes. Notre visite ce matin nous a permis d'abord de féliciter les autorités communales de Gori et encourager les autres communes à faire comme Gori. Nous avons aussi saisi cette occasion pour visiter les réalisations que la commune de Gori a pu faire avec les taxes qu'ils ont pu recouvrer. Toujours en compagnie de sa délégation, le colonel Moussa Soumaré a inauguré la mosquée Odié Bekri Kancho Dramé d'une capacité d'accueil de 665 places. La mosquée a été financée à hauteur de 65 millions de francs CFA par un natif du village résidant en Angola du nom de Samba Sila. Remise de forages et de matériel sanitaire par le PDG des aéroports aux populations de Guérékélé et de Djarala. C'est dans le cercle de Koumantou. Cette action vise à soutenir les œuvres sociales du président de la transition, Jafar Aïdara Djibril Bagayouko. Ces litres d'eau qui viennent de couler mettent fin à plusieurs années de marche de la population du village de Guérékélé à la recherche de la source de vie qui est l'eau potable et concrétise la promesse tenue par le colonel Lassana Togola d'améliorer les conditions de vie des populations du cercle de Koumantou, toute chose qui rend heureux les bénéficiaires de ce village. C'est le bonheur que nous venons de recevoir, nous femmes de Guérékélé, car l'eau est la source de vie. Nous remercions le généreux donateur qui permet d'atténuer nos souffrances, car on faisait 5 km à la recherche de l'eau. Après l'inauguration du château d'eau, le colonel Lassana Togola et sa délégation s'est rendu dans le village de Djarala, un village enclavé dont l'accessibilité à un centre de santé est très difficile. Là, le fils du tiroir a remis des matériels sanitaires destinés à la maternité aux autorités sanitaires de la région de Bougouni. Quand on met à la disposition de la maternité des matériels, ce qui est sûr, ça va raccourcir le chemin parcouru par les femmes en travail, ça c'est un. Et le deux, même les enfants, parce que l'agent de santé qui sera mis ici, il va vraiment prendre des enfants en charge. Toutes ces actions-là sont vraiment inscrites dans le prolongement des actions menées déjà par les hautes autorités de l'État, à savoir son Excellence le colonel Assimi Goïta, qui est connu par ses grandes œuvres sociales et aussi qui a instruit à son gouvernement effectivement de s'inscrire aussi dans ce même domaine-là, à savoir les actions au profit des couches les plus défavorisées. Et c'est dans cette action que nous aussi, avec mes camarades, que nous nous sommes aussi inscrits dans ça, avec l'accompagnement des autorités locales. A noter que ces œuvres sociales du colonel Lassana Togola viennent de renforcer les œuvres sociales du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, dans la région de Bougouni. En quatrième région, la COFOR, coalition des forces juvéniles pour le renouveau au Mali, multiplie ses activités en faveur des jeunes. Elle vient d'initier une formation sur la participation des jeunes au processus électoral. Le but, inciter cette couche à plus de responsabilités et d'engagement. Amidou Diallo et Issaba. La plus grande représentativité des jeunes dans les instances de prise de décision, c'est le centre d'intérêt de cette formation sur la participation des jeunes au processus électoral à Ségou. Une formation initiée par la COFOR
coalition des forces juvéniles pour le renouveau au Mali en partenariat avec le Conseil régional de la jeunesse. La promotion de la jeunesse où qu'elle se trouve est un défi porté par notre coalition qui, depuis 2021, mène des efforts considérables à travers ses multiples engagements dans l'objectif de parvenir à une meilleure participation politique et citoyenne des jeunes et leur représentativité dans les instances de prise de décision. Aujourd'hui, la jeunesse représente plus de 70% de la population active, donc en aucune manière on ne devrait pas du tout rester en marge par rapport à ces processus électoraux. Cette formation permettra à une cinquantaine de participants de mieux comprendre plusieurs thématiques sur le processus électoral, dont l'engagement citoyen et le cadre général des élections, chose qui cadre avec la vision des autorités de la transition. C'est le lieu pour moi, au nom des plus hautes autorités de la transition, de remercier encore une fois Madame la Présidente de la Coalition des forces juvéniles pour le renouveau au Mali pour la pertinence du thème de ces projets de formation et surtout pour l'opportunité qu'elle représente pour la jeunesse de Ségou quand on sait l'espoir que les autorités de la transition placent en la jeunesse du Mali. À noter que cette initiative de la COFOR Mali se poursuivra dans les autres régions du Mali et en Côte d'Ivoire. Amadou Amaguéré Guindo est désormais président de l'Association pour le développement de la région de Douanza, principale information de l'Assemblée générale constitutive de l'association tenue ce week-end à Bamako. Le reportage est signé Batraouri. Détermination affichée par les ressortissants de la nouvelle région de Douanza pour le développement de leur localité. Le signal est donné à travers cette assemblée générale constitutive. Elle a permis aux ressortissants de valider les textes régissant la vie de l'association. Les débats ont surtout conduit à la mise en place d'une équipe dirigeante de 68 membres pour 3 ans. Elle est conduite par Amadou Amaguéré Guindo pour qui le temps compte. L'une des priorités aujourd'hui, ce serait la sécurité, ensuite la sécurité alimentaire et nutritionnelle. La région a beaucoup souffert et sur la base des priorités qui seront définies, nous allons mobiliser nos énergies, nos ressources pour pouvoir contribuer au développement et à aider les communautés, en tout cas à réduire toute la souffrance. L'unité d'action sera le mot-clé, dira le nouveau président qui lance cet appel. À Douanza, nous sommes divers. Vous avez les Dogons, les Peuls, les Bambara, les Arabes, les Sonrei, les Bela. C'est une mosaïque d'ethnies que nous avons dans le cercle. C'est ce qui fait sa force et sa diversité. Et l'appel que j'ai à lancer, c'est justement demander aux uns et aux autres d'aller vers cette unité qui constitue pour nous une force, de conjuguer les efforts de façon à ce qu'on puisse apporter toute notre contribution au développement de la région. Selon le nouveau découpage administratif, la nouvelle région de Douanza compte 6 cercles. Douanza, Montoro, Boni, Ombori, Bouré et Ngouma. Bamako City Tour, deuxième édition. Une visite touristique organisée à l'intention des journalistes ce week-end dans la capitale et ses alentours. Ils ont pu apprécier plusieurs sites, monuments et places publiques. Parmi les visiteurs, nos reporters Ibrahim Kaukonate, Aloubé Kone. Samori a été informé que les Blancs sont arrivés. D'ailleurs, ils ont à leur tête Gustave Borny. Ce circuit spécial a concerné 2 places importantes de Bamako. Il s'agit du monument dédié aux héros des armées noires et la place des sofas. Il y a certains monuments dont on ignore les noms exacts, la provenance et tout. Donc, en l'occurrence, le monument à la gloire des héros de l'armée noire qu'on appelle généralement Samoriga Kelkecheo, alors que ce n'est pas ça. Et je pense que vraiment ça, c'est des actions que le département doit quand même initier de temps en temps pour que les journalistes puissent connaître le Mali profond, mais aussi connaître le patrimoine ainsi que son histoire. Ces hommes et ces femmes de presse puissent aussi contribuer à la diffusion de l'information sur les potentialités touristiques du district de Bamako, mais également assurer la promotion de nos sites
auprès de leurs audiences. Ce circuit spécial a permis également aux journalistes de visiter le site historique de Wewayanko, le champ de bataille, les tombes des sofas de Samori Touré et le monument de Keme Bourama. C'est un exercice très important pour nous en tant que journalistes parce que ça nous permet de nous informer et puis de mieux communiquer en fait sur les richesses de notre pays. Les journalistes sont venus très nombreux participer à cette visite touristique initiée par l'Agence pour la promotion du tourisme au Mali. En tout cas, ce sont des places publiques qu'il faut impérativement visiter. Ibrahim Koukonaté, chronique culture et société à présent flash ce dimanche sur la photographie dans toutes ses dimensions. Entre souvenirs et émotions, Alpha Maïga nous présente l'importance et les secrets que cache la photo. Suivons. Aujourd'hui, au Mali, à travers le monde, la photo suscite toujours plus d'engouement et plus d'importance. La photographie, c'est de l'art, parce que c'est d'abord une création artistique. C'est à partir de l'imagination du photographe que nous parvenons à des œuvres réalisées sur la base de sa créativité, parviennent à exprimer leur vision du monde. De nos jours, l'image a une place essentielle dans notre société. Au moins et visiblement, un nombre important des Maliens possèdent un téléphone et se réservent majoritairement de l'outil pour faire des photos. Au sein de la société, la photographie constitue un élément important, je dirais depuis et jusqu'à maintenant. Les ressources photographiques, ce n'est pas que seulement ici au niveau de la Maison africaine de la photographie, mais c'est aussi au niveau d'autres structures publiques. La MAP, qui est une des premières structures quand même de gestion des ressources photographiques. Il y a les archives nationales, il y a le CNCM, il y a le musée national. En tout cas, beaucoup de structures qui ont déjà des archives photographiques à leur disposition. Les détenteurs privés. Les détenteurs privés, ça peut être des anciens photographes, ça peut être des photographes actuels. Pour la petite histoire, la photographie a été mal accueillie, notamment par le monde artistique, car les peintres y voient un danger pour leur art, un concurrent direct. De grands photographes maliens, comme les Malik Sidibé, comme les Sakali, comme Adama Kouyaté de Ségou, pour présenter les œuvres qu'ils ont eu à réaliser de par le monde. Ces photographies ont concerné, je peux dire, l'ensemble des dimensions de la vie sociale. Le rôle essentiel de la photo se trouve dans son art. Enregistrer une tranche de votre vie, un moment fort, une émotion palpable. Des œuvres qui sont présentées d'une part. Il y a également pour exprimer des témoignages d'éléments historiques, d'éléments sociaux, d'éléments culturels. L'art de la photographie est d'immortaliser des portraits muets et d'en faire naître des portraits parlants, disait Rémi Donadieu, photographe, graphiste et auteur. Une vision du ministère en charge des arts et de la culture à travers la Maison africaine de la photographie. Une institution pour mettre en valeur cette création artistique, ces pans qui permet de conserver notre patrimoine, qui permet de conserver notre culture, qui permet de perpétuer nos valeurs sociétales, qui permet de faire en sorte que les populations n'oublient pas pratiquement toutes les valeurs humaines qui ont permis de tisser des liens entre les uns et les autres. L'art de la photographie a maintenant plus de 2 siècles, autrement dit, plus de 200 ans. Les sports, c'est avec Siragatou Sissé en plateau avec moi. Bonsoir Siragatou. Bonsoir Ibrahim Traoré. Cannes des sourds-muets en Côte d'Ivoire, les Aigles du Mali remportent l'or devant la Sierra Leone. Oui, score final 4 buts à 1.
Les aigles sourmiers du Mali ont été sans pitié des Sierra Leone. Le Mali conserve son trophée et inscrit son nom au palmarès pour la 3e fois en 11 éditions. La CAN des Sourmiers 2023 s'est déroulée en Côte d'Ivoire. Avec cette consécration, le Mali est en train de se faire un nom en CAN des Sourmiers. Tour préliminaire, retour de la Ligue des champions. L'AS Real se qualifie avec brio pour le second et dernier tour. Oui, les Scorpions ont été héroïques face aux Camerounais de Coton Sport de Garoua, 2-0 grâce à Nuhu Cissé 17e et Rai Cissé 79e minute. Ce succès de haute lutte propulse l'AS Real au second et dernier tour de la Ligue des champions. Elle affrontera à cet effet en septembre les Mauritaniens de Nouadhibou FC avec comme enjeu principal, tenez-vous bien, un ticket en phase de poule de la Ligue des champions pour la première fois dans l'histoire du football malien. Week-end de grâce pour nos clubs. Hier, le Stade malien de Bamako s'est qualifié pour le second et dernier tour de la Coupe de la Confédération en écartant les Libériens de Ouattanga FC. Dans l'actualité sportive également, ça se joue à Koulikoro, la Super Coupe Colonel Assimi Goïta. Ce dimanche, 2 matchs ont eu lieu au stade Mamadou Diarra H. Oui, dans la poule A, l'équipe de Gao a eu raison de celle de la présidence 2-1. Et dans la poule B, Sikasso gagne 2-1 face à Kidal. Le résumé de ces 2 matchs avec notre correspondant régional Ousmane Koïta. Kidal en noir était face à l'équipe de Sikasso au compte de la 3e journée de la Super Coupe Colonel Assimi Goïta. Dès l'entame, les protégés de Tidjani Traoré se montrent très décisifs devant le but de Sikasso et vont marquer à la 19e minute de jeu d'un tir puissant de Moussa Mohamed Aga. 1-0 pour Kidal. L'équipe de Kenedougou s'énerve et tombe dans les pièges de Kidal. Elle va multiplier des fautes inutiles. D'ailleurs, Ali Traoré sera expulsé à la 42e minute de jeu suite à une faute qui n'échappera pas à l'arbitre central. À 10 contre 11, Kidal va accentuer sa domination. Babadjan Soare se fera faucher dans les 18 mètres. Le pénalty sera transformé par Sidouba dans les temps additionnels 2-0 en faveur de Kidal, score à la pause. À la reprise, l'équipe de Sikasso revient dans le match et va réduire le score par Drissa Kamara à la 56e minute de jeu, 2-1. Après ce but, plus rien ne changera. 2-1 c'est le score final. Ainsi, les protégés de Tidjane Traoré se relancent dans cette compétition avec 4 points au compteur. Auparavant, l'équipe de la présidence était face à celle de Gao. Une rencontre très attendue par les supporters venus nombreux pour être témoins de ce duel. Après le coup d'avant de l'arbitre central, l'équipe de la présidence domine la partie jusqu'à la 12e minute de jeu lorsqu'elle se fera surprendre par celle de Gao par un penalty qui sera transformé par Almami Maïga. 1-0. L'équipe de la présidence s'y ressaisit et revient au score à la 33e minute par Ablaï Diomandé d'un tir puissant qui trompe le gardien de Gao 1-1. C'est sur ce score d'un but partout que l'arbitre siffle la fin de la première partie. À la reprise, les 2 équipes reviennent avec les mêmes ambitions, celle de remporter les points de la rencontre. C'est ainsi qu'à la 52e minute de jeu que les protégés de Ousmane Yatara marqueront leur 2e but par Alassane Abdoulaye. À 2-1, les joueurs de la Sanafani vont tout mettre en œuvre pour revenir au score sans succès jusqu'au coup de sifflet final 2-1. Ainsi, l'équipe de Gao se relance dans la course également avec 4 points au compteur. La fête est assez belle à Koulikoro où hier soir les différentes délégations ont assisté à une prestation colorée de l'orchestre communal Mégué Star de Koulikoro. Oui, c'est une nuit de retrouvailles, d'échanges et de partage culturellement parlant entre les 12 délégations participantes à Koulikoro sous les notes musicales de l'orchestre communal Mégué Star. Notre envoyé spécial Abdul Karim Kaba, émerveillé, nous fait le point. L'union, l'entente, la cohésion et surtout le développement de la jeunesse malienne, c'est l'esprit de cette Super Coupe au colonel Assimi Goïta. Au-delà du gazon vert, un espace à débrassage est créé entre les différentes délégations, en témoigne cette soirée culturelle. J'ai appris beaucoup parce que j'ai jamais vu les gens de Kidal, de Gao et de Tombouctou. Donc, ces tournois permettent de nous ressembler et de nous unir pour un Mali meilleur. On a appris qu'on a tous les mêmes objectifs, la paix. On a tous les mêmes objectifs, combattre le terrorisme qui fait très mal dans notre zone. C'est vraiment une très bonne initiative. À travers cette soirée, animée par Mégué Star, l'orchestre communal
les jeunes du Mali découvrent un autre pan de la diversité culturelle, d'où la satisfaction des organisateurs. Ça a permis à la population de Koulikoro de s'émerveiller et pendant ce mois-là, c'est tout Koulikoro qui est en ébullition. La Super Coupe du colonel Assimi Goïta, ce n'est pas que le football, c'est aussi la culture, parce que c'est la culture qui nourrit l'homme, la culture grandit l'homme. Alors on a fait des programmes de telle sorte qu'il y a des visites touristiques à Koulikoro, il y a aussi des soirées culturelles de ce genre à l'endroit des délégations. Quand les jeunes se connaissent, il y a moins de problèmes, et quand les jeunes ont moins de problèmes, c'est la paix qui règne dans le pays. La joie, l'entente et l'esprit de partage ont caractérisé cette soirée culturelle. Il faut se rendre donc à Koulikoro pour suivre la Super Coupe colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Merci beaucoup pour toutes ces informations sportives, Seragatou Sissé. Quelques rendez-vous à ne pas manquer ce soir dans nos programmes. Vous pourrez suivre le 76e numéro de Défense citoyenne consacré ce soir à la reconquête et l'installation par le Jetia Nangui du régiment des commandos parachutistes monté depuis le 13 août à Ber. Une émission présentée par Abdoulaye Sako avec le concours de la DIRPA et puis question d'actualité sur la problématique de la gestion des ordures. C'est à suivre juste après Défense citoyenne. C'est un débat animé en Bamanankan par Cheikh Oumar Sangari. Ainsi va l'actualité ce soir. Nous saluons nos compatriotes établis au Burkina Faso, au Niger et en Belgique. Très bon moment de télévision en notre compagnie. Excellent début de semaine à toutes et à tous. Bonsoir. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs, et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux.